Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast en France, du côté des montagnes, à Cluse, pour une interview extrêmement intéressante avec Julien Maniglier des Couteaux de la Berchère. Alors on va aller lui rendre visite et il va nous expliquer tout ce qu'il fait, il va nous montrer ses œuvres. Vous verrez, c'est un passionné, c'est vraiment génial. Voilà, alors je vais à l'entrée. Ça nous donne déjà une idée de l'endroit. Alors, Bien le bonjour, ça va? ça va gentiment. Alors déjà là on est deux barbus. Ouais. Il manque le troisième larron, on va aller le voir. Donc ça c'est l'atelier. Et le maître en train de travailler, on le verra tout à l'heure. Alors, Salut Jules, ça va? bien et toi? Ouais. Et je t'ai demandé comment on faisait ça. Regarde. Alors, on va s'amuser sur un petit bébé là. Un petit truc tactique. Plein de douceur et de méchanceté. Voilà, c'est bon. Ouais, mais tu vois. Prise en main là, tu vois. Dégagement rapide, main ouverte, tu vois. Ouais, ça change un peu de celui-là aussi. Tu vois, plus petite. La plus petite, plus court. Voilà. Mais là, il y a le tranchant dans la main. Bon, alors après, normalement, toi, t'es là, hein. Donc, ça touche jamais, mais. Pour créer un couteau, Ouais. tu passes par combien d'étapes? Donc je pense qu'il y a la partie dessin que tu me montreras tout à l'heure. Ah, ça commence par le rêve. Le rêve. Ouais. D'abord, c'est un fantasme. C'est D'accord. se dire, putain, ouais, j'ai envie d'un truc qui soit pas pareil que d'habitude. C'est l'avantage du custom, c'est qu'on peut vraiment partir dans la direction qu'on veut du moment que le couteau soit cohérent dans son futur travail. Donc, ça commence par besoin d'un outil, entre guillemets. D'accord. Putain, je suis parti dans les bois, ouais, le Pinel était pas génial, parce que je voulais couper une grosse branche. Comment je peux faire? Je vais pas prendre une hache, c'est trop de place. Bon, je vais me faire peut-être un petit couteau qui est adapté. Et à partir de là, on a le côté fantasme où je veux qu'il ait une gueule, machin et tout. Puis il y a le côté utilitaire. Et c'est là où il faut être bon dans les deux cas. Il faut que ça plaise et il faut qu'en même temps, il ait une fonction propre et qu'il soit surtout très utile. Un outil qui fait pas sa fonction d'outil, ça sert à rien. Effectivement, donc rêve et fonction. Tu penses, tu rêves ton outil, Voilà. tu le visualises. Tu visualises, tu te visualises en train de l'utiliser et même déjà là, à ce stade-là où tu penses que ouais, ça fonctionne, c'est facile, c'est bien et tout, et ben une fois que tu es dans la vie de tous les jours, ça change. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir toucher, utiliser l'outil dans toutes les positions pour lesquelles il a été
prévu. Et à partir de là, tu sais si ça fonctionne ou pas. D'accord. Donc, typiquement, là, tu es en train de faire cet outil, c'est un prototype. C'est un prototype. Donc, D'accord. l'idée, elle est sortie hier soir. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que sur le mien, là, j'arrive à le choper justement en étant en port discret, à sortir ma lame sans avoir une main fermée qui démontre que j'ai quelque chose dedans. Là, la main elle est ouverte et la lame elle est dedans. Et je voulais sortir à peu près la même idée sur une lame un peu plus longue dédiée justement à cette éjection rapide et tout de suite en défense. De manière à pas avoir de gestes, comment on dit, de gestes inutiles, voilà. C'est d'aller directement à l'essentiel. Il n'y a que dans les films où les mecs ils font 15 katas pour fumer un gars. L'idée c'est vraiment d'y aller à l'essentiel tout en étant protégé par soi-même. Donc là je rentre en protection, c'est-à-dire monsieur je n'ai pas de problème, je suis peut-être une victime, mais j'ai déjà pivoté mon bassin, j'ai déjà mis mon épaule puissante en avant, mon épaule de protection. Et ensuite, donc, je vais chercher à me baisser parce que je ne veux pas être un agresseur. Et ensuite, l'idée, c'est de sortir la lame à ce moment-là et de taper sur les intérieurs de cuisse, sur les quadriceps, de manière à enlever toute possibilité de poursuite de ton agresseur. On n'est pas là pour tuer du monde. Hein, Pour neutraliser simplement. Voilà, et c'est vrai que l'idée de rentrer en protection comme ça, l'autre tu peux te taper dessus, hein, tu t'en fous. Ouais, tu t'en fous. L'arrière de la tête il est dur, les épaules, tout ça c'est costaud, et toi tu peux rentrer dedans. Et bababam, et percuter le quadriceps tout en étant au maximum en sécurité et en jouant ton rôle de victime. Ouais, tout à fait. L'idée c'est ça. Donc, ce prototype, tu l'as fait à partir de ce joli morceau de métal. Voilà, on part à chaque fois sur des aciers qui sont normalisés, qui sont qu'on achète dans une forme bien particulière. Sont des aciers qui sont spécifiques coutellerie, parce que nous, nos couteaux fonctionnent pas de la même manière qu'une pièce de voiture. On a beaucoup moins d'abrasion, cependant on a beaucoup plus de torsion, on a besoin de souplesse à travers tout ça. Et on a des aciers qui maintenant, avec des alliages spécifiques, nous permettent d'obtenir une souplesse à l'extrême. Hein, on le voit dans nos véhicules avec des aciers ressorts, ou au contraire d'avoir une dureté vraiment pareil, extrême. On arrive à monter, nous actuellement on est à 63 Rockwell maximum, donc c'est une lime Valorbe par exemple, pour parler de la Suisse, c'est 70 la dureté. D'accord. Donc on arrive pas loin de la lime. Le problème c'est ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Si on est très dur, on va perdre de toute façon une partie souplesse. Donc on sait maintenant qu'un couteau très dur, lorsqu'il tombe par terre, il se casse. Il se casse, ou du moins on en perd un morceau. Et un couteau étant un outil, que l'outil se torde, c'est pas un problème que l'outil se casse, c'est plus un outil. Et c'est là le piège. C'est que ce soit en couteau de combat, en couteau de bushcraft ou même en couteau utilitaire de tous les jours, il vaut mieux que le couteau se plie. Ça nous donne en même temps l'idée du cahier des charges maximal que le couteau peut encaisser, mais au moins il ne se casse pas. Et du coup, on a juste à redresser la lame et on a toujours un couteau fonctionnel. C'est tout un art pour fabriquer les couteaux. Hein. Je sais pas si c'est un art. On en a fait un art parce qu'il y a effectivement une bonne partie de la coutellerie artisanale française qui se dédie au couteau d'art, pardon, qui donc est un couteau haut de gamme avec des matières haut de gamme dessus, qui va être utilisable comme n'importe quel autre couteau. Cependant, là c'est le portefeuille qui fait mal, qui va faire la différence, parce que voilà, si j'utilise un couteau d'art avec un très beau damas acier, je sais que dès que j'aurai coupé mon entrecôte avec, mon damas acier va se teinter, va changer de couleur. Il y a une oxydation sur les aciers qui se crée. Donc forcément, quand on a mis 1000 balles dans un couteau d'art et qu'on veut l'utiliser tous les jours, à le fumer sur une assiette en céramique ou à lui faire bouffer de la viande et du coup obtenir une patine supplémentaire, et on sort du couteau d'art et on rentre dans le couteau utilitaire. Et c'est là où il y a tout un paradoxe, c'est qu'on peut avoir de très beaux couteaux utilitaires, mais il faut bien comprendre qu'un couteau fait par un forgeron, de toute façon, si c'est forgé, c'est de l'acier. Si c'est de l'acier, le couteau va évoluer dans le temps de toute façon. D'accord, en fait ça les gens ne s'en rendent pas compte. Non, c'est le gros problème parce qu'on a été habitué à une coutellerie industrielle d'inox,
Parce que maintenant, les gens ne veulent pas s'embêter. Non, j'ai la flemme de l'essuyer. Déjà chez moi, j'essuie même plus la vaisselle. Donc forcément. Et puis les gens, voilà, ils n'ont plus le temps. Je vais au travail toute la journée, je rentre le soir, je vais faire les courses, je m'occupe des devoirs des enfants, je fais à manger, j'étends le linge, je refais le lit et je suis foutu, je vais me coucher. On n'a pas le temps de se faire une vaisselle et essuyer chaque couteau pièce. Alors, c'est un petit peu la société qui a fait que on est en train de perdre une énorme technicité au niveau de l'artisanat. Simplement, par flemme d'avoir à entretenir quelque chose, on décide de passer sur d'autres matières moins nobles, moins performantes, mais beaucoup plus pratiques à utiliser. C'est la fainéantise du monde qu'on a devant nous. Malheureusement, mais je crois savoir que de ton côté, tu fais des formations. Et ben voilà, justement, parce que nous, notre boulot, si on veut qu'il perdure, il faut qu'on soit pédagogue. Avec les gens, il faut qu'on leur explique, effectivement, un couteau, ça vit. Un couteau, ça coûte aussi du temps à fabriquer. Et il est difficile dans notre société actuelle de faire comprendre aux gens qu'on puisse mettre 4 jours à fabriquer un objet aussi simple qu'un couteau. C'est pas simple. Eh ben si, c'est simple, c'est simple. C'est compliqué pour les néophytes parce qu'on ne comprend pas le phénomène, mais au niveau technique, tu chauffes, tu tapes, une fois que tu es à telle température, tu mets dans un bain de refroidissement, ton acier est durci. Tu me fais visiter un peu et tu m'expliques? Non, t'es puni. Je suis puni. Bon, allez, d'accord. Mais alors c'est bien parce que tu insistes, puis comme ça je pourrais fumer une cigarette. C'est beau ça. Dis-moi ce que t'en penses un peu plus à jouer avec, voir un petit peu. Vas-y, je te laisse sortir. Mais Ouais, je l'ai pas fait le trou avant. ça va très bien avec la forme derrière. Donc voilà, là on est, en fait on a créé cet atelier. Moi je suis arrivé dans cet atelier tout seul, comme un grand, et c'était vachement grand. Il faut comprendre que dans mon ancien atelier à ma maison, j'avais 22 mètres carrés. D'accord. Et tout d'un coup, je me retrouve avec 100 mètres carrés, avec un bureau, chose que chez moi je n'ai pas. Et je suis pas du tout de la partie. Moi, je suis pas du tout un artisan. Ce genre de volume, pour moi, il est impossible à avoir. Moi, j'ai toujours travaillé dehors, dans le ski, le cheval, etc. Et je me retrouve ici avec une surface qui est impressionnante. Les premières matinées où je suis venu travailler là, je savais pas où me foutre. Ouais, c'est le problème quand on a trop d'espace. Voilà, j'avais du vide là-bas et je n'osais pas y aller parce que voilà, c'était compliqué, ça ne m'inspirait pas confiance. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre des machines un peu au fond, puis un peu là, puis j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je fasse des kilomètres. Et Ça, c'est bon pour la santé, les kilomètres. Ouais, voilà, allez, 10 000 pas par jour, ouais, ma montre, elle me les a assez dit. Jus, t'as bien travaillé, ouais. Mais être tout seul, c'est bien, c'est confortable, mais ça ne fait pas avancer. Tout seul, on va vraiment pas loin, ça je peux te le dire. Et un jour, j'avais déjà Sam sous le coude, on discutait un petit peu sur Internet. Et puis un jour, je me dis, putain, Jus, si tu faisais un atelier commun avec un pote, par exemple. Donc j'ai appelé Sam, j'ai dit, salut, c'est Jus, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux faire un atelier commun? Je sais que chez toi, t'es mal gaulé, quoi. T'étais mal branlé, il y en avait partout. J'ai dit, écoute, là, il y a moyen de faire. Alors, on s'est dit, ok, on a fait un couteau à 2 mains. C'est-à-dire, on s'est déchiré la tête tous les deux pour faire une pièce magnifique, un sandwich en nickel avec gros couteau de chasse, bel étui et tout dedans. Et on a décidé avec ce couteau de le vendre aux enchères pour pouvoir acheter tout le bois pour construire tout ce bordel. Et en une soirée, on a atteint 1020 €. Magnifique. Ouais. Vachement content d'être heureux, ouais. Et ça m'a coûté ma barbe parce qu'on avait dit que si on dépassait les 1000 €, je me raserais la barbe. Donc celle-là, elle a 1 an. Elle est belle, je suis content. Donc du coup, ça m'a coupé la barbe. J'ai été défiguré pendant 1 mois. Je m'y suis fait, je m'en fous. Mais et puis on a construit ça en 2 semaines. Ouais, c'est impressionnant comme c'est fait. Vous êtes ici et on y est bien. Attends, là, faut que je le montre. C'est vrai qu'on est bien chez toi. À part la température, on n'y est pas trop mal. Effectivement. T'as pas eu du moins 32. Quand tu auras du moins 32, tu recauseras. Ouais, non, jusque-là, ça va. Non, en fait, on a créé cet atelier de cette manière-là parce qu'on voulait que les gens viennent nous voir. On ne voulait pas être ce type d'artisan fermé sur lui-même qui cache ses techniques, qui cache tout.
Parce que c'est pas comme ça qu'on avance, et c'est en montrant nos techniques, au contraire, que les gens les comprennent. Et qu'à ce moment-là, on se sort de cette dynamique de sorcellerie, d'alchimie, où on rentre beaucoup plus dans un univers de technique. Et si c'est un univers de technique, il est donc ouvert à n'importe qui. C'est là le truc. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par-dessus ça, on a voulu prouver aux gens qu'en fait, on racontait pas des conneries, que c'était de la branlette de faire un couteau. C'est juste de la masturbation, parce que c'est A plus B égale C. C'est comme une recette. Après, il y a des différences de recettes. On a le cuisinier de cantine à l'école qui va toujours faire trop cuire les pâtes, par exemple, mais elles sont mangeables. Ça, c'est un type de couteau. Et puis, il y a le grand cuisinier qui, lui, va prendre la recette, il va la détailler, enlever des trucs, rajouter, mais il va toujours garder la même base. Et à travers cette base, là, on a du grand art. L'avantage dans la coutellerie, c'est que c'est aussi bien un objet artistique qui ne quittera pas la vitrine qu'un objet ultra utilitaire qui sera tous les jours dans la main de quelqu'un. Ça va de l'épée magnifique avec des incrustations d'or, d'argent, de pierres précieuses, jusqu'au bout de ciseaux à bois qu'on a dans sa caisse à outils, et c'est celui-là qu'on préfère parce qu'il coupe tout le temps. Donc, c'est tellement large qu'il y a de la place pour tous. C'est un des rares boulots artisanal qui permet de mélanger toutes les personnalités de créateurs. Ouais, effectivement. Parce qu'on peut très bien être de ceux qui disent « Ben non, moi je veux de la pièce exceptionnelle et je vais travailler 2, 3, 4 mois sur une seule pièce. Mais il faut qu'elle soit parfaite. Chaque petit détail, parce que le diable se cache dans le détail, et chaque petit détail est repris une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine de fois pour arriver à la perfection que l'artiste veut donner à sa pièce. Et les gens arrivent à comprendre ça ou ils ne le comprennent pas. Oui. Pour obtenir un couteau, il faut une certaine patience, il faut le mériter. C'est alors, T'es pas d'accord? je suis pas tout à fait. Ouais, faut le mériter parce que ça reste un objet que nos grands-parents nous donnaient. Moi, je me rappelle mes premiers couteaux, c'est mon grand-père qui me l'a offert. Il y avait une transmission. Tiens, tu as 7 ans, maintenant tu es capable de prendre tes propres décisions. Ainsi, tu as droit à un couteau pour aller plus loin dans ta vie. Mais ça, c'est une idée familiale. Voilà, un couteau ne se mérite pas. C'est là le truc. Un couteau doit rester à sa place. Un couteau doit être un outil. D'accord. Le fait de le fabriquer soi va apporter une dimension différente cette fois au couteau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé tous ces stages créatifs, parce que c'est là où la magie de la forge, la magie de la création, elle prend tout son sens. La magie de la création, j'en suis incapable. Pourquoi? Parce que j'ai pas appris. C'est pas grave. En fait, on est tous capables. Il suffit de comprendre les bons gestes au bon moment. Et lorsqu'on va créer un couteau soi-même, on va y rajouter autre chose que de la technique. On va y rajouter son incertitude. Cette peur qui, du début jusqu'à la fin, dit « tu vas te rater, tu vas jamais y arriver, ça va pas marcher ». Et je sais que les stagiaires, sur 2 jours de stage, ils se disent ça du début jusqu'à la fin. Et à la dernière heure, au moment où on affûte le couteau, ça y est, il existe. Le miracle se produit. Et là, c'est « waouh, en fait, si j'ai réussi ». Pourquoi? Parce que ce métier, il est empreint d'énormément de légendes. Il faut comprendre que le forgeron, dans un village, il avait beaucoup plus de pouvoir que le maire. Parce que c'est lui qui fabriquait les outils, c'est lui qui fabriquait les armes. Et un village riche était un village qui avait un très bon forgeron. Mais sachant que c'est de la technique, que n'importe qui peut apprendre une technique. Imagine que ce forgeron dit « Ouais, t'inquiète, viens, je vous y apprends à tous. Et vous pouvez venir tous faire vos outils à ma place. » Eh son statut social, il faisait quoi? Tout en bas. Et puis on reste des hommes. On a un peu d'importance. On se démerde pour la garder, cette importance, parce que c'est celle qui nous valorise. Et c'est pour ça que ce métier est devenu un métier d'ego. C'est un métier où moi,
Moi, je crée, moi, je fais, moi, je suis, et moi, je sais faire. Moi, je suis rentré dans ce milieu-là en rencontrant ces gens-là, justement. Et j'ai fait amende honorable. Un genou à terre, les deux mains en l'air, s'il vous plaît, apprenez-moi. Puis j'ai très très vite compris qu'ils ne savaient pas grand-chose, en fait. C'était l'image autour qui les intéressait, pas la technique. C'était pas cette espèce de découverte, cette excitation de dire « Putain, jusqu'où je vais pouvoir aller dans ce boulot ?» Et à quel moment je vais trouver la limite? À quel moment... Non, eux, ils se sont posés une limite juste devant. Je suis forgeron. Vous avez vu, c'est marqué sur mon t-shirt. Admirez-moi, regardez-moi, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes de simples mortels. Et moi, c'est contre ça que je me bats. Parce que, qu'on soit forgeron, qu'on soit potier, qu'on soit ébéniste, c'est des gestes qu'on a appris. C'est une expérience qu'on met en avant. C'est pas magique. C'est pas un talent. C'est une passion. Et c'est quelque chose que tu arrives à transmettre. Je veux dire, je t'écoute, puis je suis émerveillé. T'as un don de conteur en plus, il faut l'admettre. J'y connais absolument rien. Je me dis, mais juste, c'est quelqu'un d'impressionnant. Faut pas. Non. Ouais, je sais, tu vois. Mais impressionnant par rapport à la manière dont tu transmets l'information, dont tu expliques les choses. On sent qu'il y a il y a un feu en toi, à ce niveau-là. C'est quelque chose d'hallucinant. Ah bah tiens. Ah bah ça je l'ai un peu. Ça, je l'ai. Ah ouais. Moi c'est quelque chose, c'est une activité qui a changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait 50 métiers différents. Les plus rigolos, ça a été cow-boy au Texas, où je pensais faire beaucoup de cheval, et en 6 mois, j'ai pas fait de cheval beaucoup. J'ai dû faire 2 jours maximum. Mais voilà, j'ai été cow-boy au Texas, j'ai été guide motoneige, j'emmenais des gens en pleine tempête sur les hauteurs de Flaine. Et c'est là où je me sentais le plus vivant, dans les moments les plus craignos. J'étais à Tijuana, je me suis retrouvé en prison à Tijuana. Il fallait le faire, quoi. Je te jure, je me suis braqué la veille. Le mec, il m'a sorti un surin comme ça, il m'a dit « Give me all your money ». Ouais, ouais. Et ce qui m'a sauvé, c'est cette curiosité, cette excitation. Le mec m'a dit « Mais t'as pas peur ?» J'ai dit « Si, je suis terrifié. » Mais franchement, putain, c'est la première fois que je me fais braquer de ma vie, puis là, je risque de mourir, donc je trouve ça génial. Et le mec, il m'a regardé, il me dit « Mais t'es complètement fou ?» Je fais « Non, je vois juste les choses d'une manière un peu différente, mais t'énerve pas, hein, ça n'a rien contre toi. » Enfin, bref. Et j'ai eu la chance, j'ai vraiment la chance de faire toutes ces expériences parce que je voulais les faire, je voulais les vivre, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Mais à 40 ans, ça n'avait aucun sens. Ok, j'avais plein d'expériences dans tous les sens, mais ça... Et un jour, j'ai commencé la coutellerie. Et là, ça, une révélation. Tout ce que j'avais vécu d'avant devenait une base de données pour ma future carrière. Discuter avec les gens, prendre le temps, poser les mots correctement, avec le ton qui va bien. Ça, je l'ai appris en étant moniteur de ski, en faisant du spectacle. Passer à la caméra, comme on fait là, coucou. Eh ben, c'est pareil. Cette idée de, ouais, j'y fais plus attention. Et puis, le fait de travailler dans le tourisme, beaucoup, de savoir comment les gens achetaient, de quelle manière ont déclenché un achat, le fait de parler anglais couramment. Et je suis parti habiter 2 ans dans le sud de l'Irlande, à Kenmare, dans le Kerry. Je fais une fugue et tout, infernal. Et pareil, apprendre l'anglais a été salvateur pour moi. Ça m'a permis de bosser au Texas, de bosser en Irlande, de partir à Forged Fire, au fond des États-Unis, pour faire une émission de télé. Pareil, ça, c'est le genre de chose qui est totalement improbable dans ma vie. Moi, je suis un montagnard. J'habite à 1076 mètres d'altitude dans une vieille baraque délabrée. Et les Américains sont venus me chercher chez moi. Tout ça pour participer à cette émission. C'est un coup du destin fabuleux. Fabuleux. Ça m'a apporté énormément au niveau confiance en moi parce que c'est un repère dans ma vie. Oui, j'ai été capable de le faire en plein divorce. J'avais plus un rond. Mais non, j'ai tout cramé. Et ça, si j'avais pas vécu l'armée avant, à en chier des ronds de chapeau, à me dire que ouais, de toute façon, c'est le mental qui tient tout. Si j'avais pas fait ça avant, j'aurais abandonné. Et la première fois de ma vie, j'ai tenu le coup. 3 ans, et bim, je pars à Forged Fire. Et là, ça fait 7 ans que je fais ce métier. De ma vie
entière. Je suis jamais resté plus de 4 ans dans une seule activité. Et puis, tout se met en place naturellement. On a des idées, pas bon, ouais, vas-y, on le fait, ça marche pas. Quelque part, on s'en fout. On a besoin d'un truc, 3 semaines après, il débarque. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ouais, les synchronicités. Voilà. Et en fait, je suis arrivé à un point où quand j'ai une opportunité, je dis oui. Sans avoir à réfléchir, sans avoir à me dire est-ce que non. Si c'est là, c'est que je dois participer à ça. Et on engage dedans. Terminé. Plus de questions, on se pose plus de questions. Ce qu'on disait tout à l'heure, une brute qui marche Exactement. va plus loin qu'un intellectuel, si. Exactement. Et nous, moi, j'ai arrêté de m'asseoir parce que j'ai eu du temps dans ma vie pour réfléchir. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance d'avoir un boulot saisonnier qui me permettait 4 mois de l'année d'être posé chez moi à réfléchir sur ma condition d'être humain, à trouver des solutions, à trouver une espèce de philosophie. Alors c'est un peu pompeux parce que je suis loin d'être un philosophe, mais effectivement de pouvoir trouver d'autres points de vue. Et j'en suis arrivé à un point, c'est que dans ma vie, moi maintenant, je me démerde toujours pour avoir 40 points de vue d'avance. Ce qui me donne toujours une solution, toujours un coup d'avance par rapport soit à mes concurrents, soit à la vie en elle-même. Je me dis que si jamais ça marche pas, j'ai là, et puis j'ai là, puis j'ai là, puis j'en ai encore 50 derrière. Donc, bouf, je m'inquiète même plus. Je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je vais vivre de formidable journée. Les couteaux ont créé une grande élévation spirituelle chez toi. C'est la création, c'est pas le couteau. C'est la création. En fait, c'est ça. C'est de donner la parole à nos mains. Dans notre tête, il se passe toujours plein de choses. La dépression, moi je me dépressionne très, très souvent. Looping fait pareil. Ah putain, j'ai pas réussi, ça merde, je suis mauvais et tout. Looping, tu nous dis bonjour. Salut. On se remet souvent en question. Ouais, parce que... C'est un métier où on évolue. De toute façon, c'est toujours dans la recherche de... Il y a jamais... C'est pas forcément tout de suite que ça, mais... Ouais. C'est pour ça qu'on est à 3. C'est trop bien. Sky is the limit. Exactement. On en arrive à un point où on n'imagine plus aucune limite parce qu'il suffit de demander pour avoir. C'est waouh. C'est vraiment... Et en fait, c'est à travers ces stages créatifs qu'on organise qu'on essaie de démontrer ça aux gens. Alors, on a des gens qui débarquent chez nous. « Oh là là, je voudrais trop avoir votre vie. » Vas-y, c'est parti, on y va. « Ah ouais, mais je peux pas tout lâcher. Si, tu peux le faire. C'est possible, ça marche. On va pas te dire que c'est facile parce que, ouais, il y a le schéma antérieur où on nous a appris à nous inquiéter pour l'avenir. Nos parents nous ont toujours dit « Ouais, si tu t'inquiètes pas pour ton avenir, tu n'arriveras à rien. » Ouais, je suis désolé, moi je me suis inquiété plein de fois. De toute façon, ça n'a jamais donné ce que j'avais prévu. Non. Donc, autant se laisser aller. Mais vraiment se laisser aller, ne pas se battre. Souvent, on voit, tu sais, t'as des gens, ouais, je suis face au mur, je suis valeureux. Et bam, des grands coups de tronche dans le mur parce qu'il faut péter ce mur. Parce que si tu le casses pas, c'est pas bien. Alors que tu peux passer à côté. Alors qu'il suffit de, voilà, tu regardes un autre point de vue. Clac, ça. Là, il y a une porte, là, il y a une échelle. Je choisis. Je vais choisir la facilité, je vais prendre la porte. Et puis, je suis passé. J'ai pas souffert, j'ai gagné du temps. Aux yeux des autres, aux yeux de la société, je suis pas valeureux. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Des mecs valeureux, il y en a plein les cimetières, qui n'ont même pas atteint l'âge de la retraite. Moi, je veux du bonheur dans ma vie. Moi, je veux du plaisir. Parole d'un sage. C'est la moindre des choses. N'importe quel animal dans la nature va chercher sa zone de confort. Il va pas chercher à se foutre en danger sans arrêt parce que l'autre, il a autre chose à branler. Il faut qu'il se reproduise, il faut qu'il tienne, il faut qu'il soit là. Donc, il va chercher la zone de soleil la plus facile à obtenir. Il va chercher le passage dans les bois le plus simple. Et nous, on le voit bien quand on va chercher les animaux. Tu regardes les traces, ils en prennent tous les mêmes parce qu'ils sont pas fous. Je vois pas pourquoi souffrir deviendrait une nouvelle norme. Au contraire, nous, on souffre plus.
Ah, si tout le monde arrivait à ça, Mais serait tout le génial. monde peut le faire. Mais il faut le vouloir. Non, faut il faut le faire savoir. Il faut faire le premier pas. Et le premier pas consiste en une petite prise de risque. Eh ben, souvent, moi, alors, j'ai deux types de personnes qui me contactent. J'ai ceux qui savent qu'il faut faire le pas en avant, le pas dans le vide, comme ça. Oh putain, ça tient. Ouais, ça, c'est bon, je peux courir. Et puis il y a ceux qui savent même pas qu'il y a la possibilité de le faire. C'est là le pire. Le pire, c'est ça. C'est ces gens qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de le vivre. Ça. Là, ça, c'est de la tristesse. Parce que ces gens-là, ils sont avilis dans leur vie. Ils sont misérables. Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre sortie. C'est comme l'intouchable dans sa caste qui se dit, bah, de toute façon, moi, je suis un intouchable. Je peux pas aller ailleurs. Je serai jamais un Brahma. C'est con, ça. Parce que tu peux être ce que tu veux dans la vie. Il suffit de le décider. C'est aussi simple que ça. Souvent, on me dit, moi, là, j'ai passé 2 ans à aller chercher ma gamine en primaire à l'école. J'ai refusé de mettre un masque. Jamais. Jamais, c'est hors de question. Et à chaque fois que j'y allais, les gens me disaient rien. Alors, il y avait bien les parents d'élèves en petits groupes. C'est l'autre coutelier, là, le barlu, là, machin. Mais c'est pas grave. Puis un jour, au bout d'1 an et demi, j'étais voir quand même les ATSEM, donc les assistantes maternelles qui s'occupent de nos enfants lorsque la classe est terminée. Et je vais les voir et je leur dis, écoute, Cathy, il y a un truc quand même. Pourquoi moi, vous m'avez jamais rien dit à propos du masque? Ah bah, toi, c'est simple, Jus. Toi, on peut rien te dire. Attends, il y a un truc là. Il y a un truc. Si je refuse fermement, bah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va me faire? Si je décide de ne pas aller de l'avant et cette fois de rester là où je suis, qui c'est qui va m'obliger de le faire? Personne. Dans nos sociétés, on ne force plus les gens par la violence. Bon, c'est fini. On ne peut pas me dire, juge, vas-y ou on te tape. Bon, déjà, essaie de me taper. Mais j'ai eu le maire qui est venu me voir. Ouais, mais Julien, tu comprends? Il dit oui, je comprends. Je comprends que vous êtes terrifié. Je comprends que parce que vous êtes terrifié, vous voudriez que tout le monde fasse comme vous, ça vous rassurerait. Mais moi, je suis pas terrifié. J'ai pas peur. J'ai juste pas envie. Je comprends pas pourquoi tu m'obliges à avoir peur. Et c'est pour ça que ces gens-là... Salut! Bien et toi? Je te laisse passer à côté au bureau direct? Ouais, au bureau? Nickel. Donc, je comprends que t'aies peur, mais pourquoi me l'imposer à moi? Parce que ça te rassure. Eh ben, ces gens-là, ils sont à la recherche d'être rassurés. Mais le problème, c'est qu'ils savent qu'ils ont peur. Et ils n'arrivent plus, ils sont perdus au milieu de tout ça. Et en fait, la peur, elle a tellement fait partie de leur vie, du début jusqu'à la fin, que ça devient une sécurité d'avoir peur. Et s'ils n'ont plus peur, ils ont peur. Exactement, exactement. Comme les gens qui sont en colère depuis tout petit. Cette colère, elle les rassure parce qu'elle a fait partie de leur vie. Et du coup, ils refusent de lâcher cette colère. Ouais, de lâcher prise. Moi, je l'ai fait. Ça a été dur, très dur. Et des fois, je remonte un peu dedans, mais moi, c'était difficile. Il a fallu que j'accepte beaucoup de choses dans ma vie parce qu'on n'en fait pas toujours des choses bien. Il a fallu assumer. Il a fallu accepter aussi d'avoir fait certaines choses, d'y avoir pris du plaisir en plus, alors que c'est condamnable. Mais c'est là où il a fallu faire le pas dans le vide le plus difficile de toute ma vie. C'est-à-dire que je laissais derrière moi un énorme tas d'immondices. Je faisais le pas en avant vers le paradis, mais je n'osais pas le faire. Et pourtant, je voyais le paradis, je voyais le tas de merde derrière. Et je me disais, bah ouais, mais le tas de merde là, c'est celui qui m'a toujours accompagné toute ma vie. Et du coup, ça me rassure. Ouais, le laisser en arrière. Et là, ça a été une déchirure. Une vraie déchirure, je te promets. C'est parce que je perdais tout d'un coup, toutes mes valeurs, tous mes repères d'avant, de qui j'étais avant. Je les ai perdus au moment où j'ai commencé la coutellerie parce qu'il a fallu que je fasse le pas en avant pour devenir qui j'étais réellement, ce que je suis aujourd'hui.
Une chrysalide sortie Exactement. en tant que beau papillon. Ouais, enfin... Beau. Ouais, bah, allez, un papillon. Mais ouais, ça a été... c'est quelque chose dont je suis très fier, mais ça reste personnel. C'est Bien pas une sûr. fierté que je demande aux autres, c'est ma fierté à moi parce que c'est jamais gagné en plus. Non, et les gens ne sont pas dans tes chaussures, donc ils ne Ex- savent pas par quoi tu es passé. Exactement, donc je peux pas demander aux autres d'être fiers à ma place, ni même à mes parents, mais je suis fier parce que je sais que c'est tous les jours. Il y a un petit truc en plus et il va falloir que je gère et que ouais, je suis pas obligé de monter en colère. On peut très bien trouver une solution en discutant, en abordant d'une manière différente, en discutant avec les potes parce que je suis plus tout seul. Ça aussi, c'est important. Ça aide, bien sûr. Tu vois, on est tous différents. Moi, je suis la grande gueule du groupe parce que je suis le papa à tout le monde. Je suis le plus vieux aussi. Mais sans mes mes trois autres, là, je suis personne. Je suis un papa tout seul. Ils sont complémentaires. C'est en Exactement. plus. Parce qu'on a des expériences qui sont complètement différentes les unes des autres et qu'il n'y en a pas une qui vaut moins que l'autre. Non, ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, bien évidemment. Exactement. Et on pourrait changer les choses, mais il faut donner du temps, il faut donner l'opportunité aussi aux gens de découvrir des choses nouvelles. Et c'est pour ça qu'on fait ces stages.